Alors, amis téléspectateurs, puisque maintenant vous êtes téléspectateurs et auditeurs, bien sûr, de Radio Liberté, nous nous retrouvons donc pour cette nouvelle émission Synthèse, la deuxième filmée, préenregistrée, je dois le préciser, qui montre un nouvel élan pour notre émission, qui aujourd'hui a dépassé ses 3 ans d'existence, avec plus de près de 140, je crois, émissions enregistrées ou quelque chose comme ça. Toujours avec la fidèle amitié de Philippe Randa. Bonjour Philippe. Bonjour Roland. Du professeur Pierre Delobier. Bonjour Roland. Aristide Lecate n'est pas là aujourd'hui parce que, comme je vous l'indiquais, l'émission est préenregistrée et Aristide Lecate habite loin et il subit les effets de... Alors certains diront de la politique de Macron, les autres diront du terrorisme syndical, mais enfin, toujours est-il qu'il n'est pas là et que ce n'est pas évident, tout le monde le sait. Entre Macron et les syndicats, les Français sont mal logés. Enfin, c'est comme ça. Voilà. Alors, et nous avons un invité qui s'appelle Philippe Bergeron. Bonjour Philippe Bergeron. Bonjour. Vous êtes quelqu'un qui s'est intéressé de très près à un personnage qui a marqué le mouvement des idées, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, qui s'appelle René Guénon, oui. Et dont on parle beaucoup, mais peu de gens savent qui est vraiment René Guénon, ce qu'a dit, ce qu'a pensé René Guénon. Alors on va en parler tout à l'heure, et Philippe Randa, qui connaît bien René Guénon, pourra aussi peut-être vous poser quelques questions là-dessus. Alors ce livre a été édité aux éditions du Alpha, de Alpha, donc des éditions qu'on connaît bien, qui sont très intéressantes, qui dans la collection, dans la collection Hiérophanie, Grande Hiérophanie, oui, dirigée par Michel Gohard de Soulages, qu'on a eu le plaisir de recevoir quelques années, et c'est important de le souligner parce que Michel Gohard de Soulages nous avait parlé de Pondichéry, et je pense qu'on va beaucoup parler de l'Inde. Parce que vous êtes aussi quelqu'un qui ne fait pas qu'écrire des livres sur Guénon, mais qui a aussi beaucoup voyagé, qui est en particulier en Inde. Vous connaissez bien l'Inde, donc ce serait intéressant de parler de. Je pense que ça va être intéressant de parler de l'Inde et de tout ce qui se passe. Vous êtes allé au Japon, vous avez vécu au Japon aussi, je crois. Oui. Alors, ce livre est préfacé par Nathalie Joron, qui est une grande spécialiste de Guénon et qui vous a donné une préface tout à fait à la hauteur de l'intérêt de l'ouvrage, je crois. Je confirme. L'éditeur y a été pour beaucoup, je pense, dans la préparation de ce livre. Voilà. Alors, mais avant de parler de René Guénon, n'allons pas parler de l'actualité parce que, comme je vous le dis, cette émission est préenregistrée, mais ça n'a pas empêché Philippe Randa de rédiger sa chronique hebdomadaire que l'on retrouve dans le quotidien Présent, sur les sites je me suis toujours demandé d'ailleurs et Synthèse Nationale. Flemmard, c'est absurde d'écrire une chronique hebdomadaire dans un quotidien, non? Oui, mais non, mais c'est... Parce que la direction de Présent... On ne se perdrait pas tous les jours. La direction de Présent a eu le bon goût de ne pas lui demander de faire une chronique quotidienne. J'écris parfois d'autres articles dans Présent, mais effectivement, le billet, lui, il est hebdomadaire. Et moi, je vais vous parler, pour une fois, je ne vais pas vous parler de politique, je vais vous parler de bêtises. Non, excusez-moi, d'art moderne. Je vais vous parler d'un artiste qui a la banane. Ah oui. Ah, vous connaissiez ça. Pierre est au courant de tout. Comment s'appelle-t-il, celui qui a démissionné la semaine dernière? Non, pas du tout. Non, c'est une vraie banane. De le voir. Non, c'est pas une banane. Oui, mais elle n'est pas au même endroit. Ah bon. Ce n'est pas le même artiste. Ah bon. À la foire d'art Basel. Vous connaissez la foire d'art Basel? Qui connaît la foire d'art Basel? C'est Bâle. Basel, voilà. Une des plus prestigieuses foires internationales d'art contemporain de Suisse, quelques 90 000 visiteurs en moyenne tous les ans. Une banane, oui, a été achetée $120 000 et dégustée dans la foulée. Oui, mais attention, une banane qui n'était pas simplement exposée dans une corbeille à fruits, mais scotchée sur un mur blanc, gris argent, le ruban adhésif. C'est toute la différence, n'est-ce pas? Ça veut tout dire, forcément. L'œuvre de Maurizio Cattelan était exposée sur le stand de la galerie du Français Emmanuel Perrotin, que je cite, « Une banane pesant environ 200 grammes avec la peau ». Et l'œuvre étant prévue à 5 exemplaires, Perrotin peut espérer peu ou prou vendre la série à $600 000 le kilo. On peut penser qu'il fera grâce aux acheteurs du prix du ruban adhésif, nous apprend Le Monde. Et justement, en parlant de monde, celui de l'art devient-il fou? S'interroge l'homonyme quotidien Vespéral. Pas du tout. La preuve en a été donnée par David Datuna,
Autre artiste facétieux, autant que pris d'une petite faim pressante, qui n'a pas hésité à décrocher le fruit hors de prix, mais à portée de main, pour le déguster, au vu et au su d'une assistance quelque peu perplexe, et sans intention aucune de bourse déliée. J'aime les œuvres de Maurizio Cattelan, et j'aime vraiment cette installation. Elle est délicieuse, s'est-il exclamé, prouvant qu'il avait davantage de reconnaissance du ventre que de respect artistique. Que les âmes sensibles, outrées ou étonnées soient rassurées. La banane a été remplacée et l'acte sacrilège commenté avec bienveillance. Relayé par le New York Times, il prolonge le buzz. Le monde de l'art ne devient donc pas si fou que cela si on considère que le buzz est désormais la consécration ultime de certains artistes contemporains. Surtout quand cette consécration est aussi sonnante et trébuchante. C'est que le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des gens qui sont admiratifs de cet art-là. C'est ça qui est incroyable. Il y avait une autre œuvre, je ne sais plus laquelle, qui disparaissait, qui s'auto-détruisait après avoir été achetée. C'était Banksy. C'était annoncé à l'avance. Oui, donc des gens déboursaient des centaines de milliers de dollars. Banksy, c'était une surprise. Oui. C'était une surprise. Il ne l'avait pas annoncé. Il ne l'avait pas annoncé pour Banksy. Ah, d'accord. Ouais. C'est juste au moment... celui qui avait payé il y a eu le coup de marteau. Et généralement, les gens il y a eu le coup de marteau et puis hop, l'œuvre s'est détruite. Et généralement, les gens qui se livrent à ce genre de facéties, comme dirait notre ami Philippe, sont les gens qui donnent des leçons aux autres, qui sont les premiers à critiquer. Je pense quand même qu'il y a quand même quelque chose d'indécent. De très indécent. Je trouve ça dégueulasse. Pauvres gens. C'est même dégueulasse. Des gens, je ne veux pas faire pleurer Margot, non, mais tout de même, il y a oui, des gens qui triment pour moins d'un millier d'euros par mois. Et là, on se fout un peu de leur gueule. Oui, mais je pense qu'ils s'en fichent complètement de ce genre de choses. Ils ne sont pas dans le même monde, c'est l'hyperclasse. J'ai emmené des élèves visiter une partie du château de Versailles vendredi dernier. Et devant chaque tableau, alors le sac de Napoléon par David, etc., ils disent, ça coûte combien ? C'était la question à laquelle je ne m'attendais pas tellement, et d'ailleurs à laquelle je ne savais pas répondre. Je leur ai dit c'est difficile à estimer, surtout que je crois que celui du château de Versailles est une copie. Mais quand même, c'est un sujet très intéressant. Il y a tout ça, une allure d'escroquerie, etc. Et d'ailleurs, c'est vrai. C'est pas une escroquerie, c'est au vu aussi. De Oui, mais c'est tout sauf une escroquerie. Mais le fait de vendre une banane et tout ça n'a aucun sens, et on ne sait pas pourquoi cette banane-là plutôt que n'importe quelle autre. Surtout qu'on l'a remplacée par. Mais c'est quand même quelque chose de plus sérieux que ça en réalité. Hein. Et je crois que souvent les gens qui critiquent l'art contemporain essaient de l'attaquer par l'angle du ridicule. Et ils vont échouer, car il n'est pas ridicule. Il est blindé. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas... Non, Roland, vous ne pouvez pas le caricaturer. Ce que vient de raconter Philippe, c'est une caricature, mais c'est de la réalité. Et c'est payé des centaines de milliers de dollars. Ouais. Et donc, si vous écriviez un roman pour railler l'art contemporain, vous seriez de toute façon en dessous du réel. Donc, c'est une défense absolument imparable. Mais il y a quand même un message qui est derrière tout ça. Parce que sinon, donc les gens se disent, oui, là, ça va trop loin, mais quand même, on n'aime pas être complètement ringard. Moi, je m'en fiche d'être complètement ringard, au contraire. Mais la plupart des gens, ils veulent être un peu dans le coup, donc ils disent quand même Picasso, etc. Et donc, on leur fait mettre dans la rubrique art des choses qui sont de nature très, très différentes. Hein, parce que quand vous pensez que Miro et Delacroix sont des peintres, alors que le mot peinture ne veut rien dire. Et c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire que ça veut dire, l'idée sous-jacente de l'art contemporain, ça veut dire, les formes n'ont aucun sens. Hein, c'est le mariage pour tous. Être un homme ou être une femme, ça n'a pas de sens. Oui. Être une cathédrale ou être une poubelle, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de valeur. Et donc, qui définit les valeurs ? Moi, l'État. Hein, et la majorité, ou l'argent. Mais il n'y a pas de valeur intangible. Et donc, vous êtes à la merci du législateur, voilà. Et donc, c'est des choses très, très importantes. Et souvent, moi, je vois des gens qui sont de bonne volonté, ils disent, oui, bon, quand même, c'est pas trop mal, Mondrian. Voilà, Mondrian, c'est de la merde en boîte. Il faut être clair. C'est bien pour faire du carrelage. Hein. C'est bien pour faire des robes pour des petites pépées de 22 ans en 1960. Mais du point de vue de l'art, c'est égal à zéro. Vous apprenez ça aux enfants. Et donc, vous leur apprenez que le monde n'a aucun sens. Et que donc le gouvernement va décider ce qui est le bien et ce qui est le mal. Ce qui est toujours le cas. Voilà. C'est ce à quoi Ulysse a résisté. Hein, on parle du chant des sirènes d'Ulysse. Mais on ne dit jamais ce qu'elle chante. Eh bien, elle chante la même chose que le serpent de la Genèse. Je vais faire te connaître le bien et le mal.
Et il s'attache au mal, parce que quand l'homme a décidé de décider lui-même ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, il meurt ou il devient fou. Hein, vous y attendez à ce petit cours de philosophie? Non. Tout ça pour une banane. Hein. J'en suis fort aise. Enfin bon, cela dit, peut-on appeler une exposition d'une banane une de l'art? Moi, j'appelle ça plutôt les fruits, marchands de fruits et légumes. C'est tout à fait autre chose. Je viens de dire, Pierre, effectivement. On dit c'est de l'art. Voilà. Très juste, mais il y a aussi une chose, c'est l'art maintenant, c'est le buzz et uniquement le buzz. Parce qu'autour du buzz, il n'y a rien. Et des gens doivent s'extasier, effectivement. Il a pensé à ça. Regardez, d'ailleurs, tout le monde en a parlé. C'est la dernière exposition à la Bode. C'est ce qu'il faut aller voir. Quand il y a quelque chose d'absurde, hein, mais la comparaison peut paraître bizarre, mais les éoliennes, dès que vous avez un système qui ne fonctionne pas par lui-même, qui fonctionne sur des choses arbitraires et subventionnées, derrière, il y a la mafia, il y a le trafic, il y a le mensonge, etc. Donc derrière, à part le nihilisme philosophique dont je parle, il y a aussi, bien entendu, quelque chose qui n'est pas du tout nihiliste, c'est du trafic d'influence, du blanchiment, du recyclage d'argent, du profit. Tout ça n'est pas perdu pour tout le monde. Bien sûr. Bon, revenons peut-être à notre invité et à son livre sur René Guénon. Parce que là, finalement, tout ça... Guénon le dénonçait peut-être un petit peu à l'époque. Voilà, on a parlé. Le peu que je sache, je suis pas un spécialiste de Guénon, mais le peu que je sache sur Guénon, c'est ce qu'il avait effectivement dénoncé dans l'Occident, et c'est pour ça qu'il s'est tourné vers l'Orient. Alors, pouvez-vous nous résumer un peu, pour nos téléspectateurs qui ont peut-être entendu un peu parler de Guénon, mais qui ne le situent pas bien, rapidement, l'homme est l'auteur et le philosophe, et sa démarche. C'est-à-dire, je vais essayer, mais c'est un petit peu difficile parce que justement, il y a plusieurs grilles de lecture. Bon, un exemple, puisqu'on est sur Radio Liberté, je veux dire, Guénon s'inscrit dans la pensée contre-révolutionnaire. Ça, c'est quelque chose qui me paraît très clair. Bon, il cite Joseph de Maistre comme un exemple. Il se situe dans la lignée de Joseph de Maistre. La semaine dernière, nous avons parlé de Chateaubriand et Jean-Gilles Maliarakis. Oui. On est dans la même lignée, finalement. On est assez proche. Oui. On est assez proche. Mais disons que je ne me souviens plus qu'il ait cité Chateaubriand, alors qu'il a réellement cité Joseph de Maistre et s'est mis vraiment. Il a même été un peu proche de l'Action française, du journal en tout cas. Il a été proche de l'Action française, oui. Donc ça fait, oui, on peut pas dire que c'était un révolutionnaire dans l'âme, un progressiste. Non, mais même quelqu'un avait dit, je sais plus comment il s'appelle, enfin quelqu'un qui écrit, vous savez. L'auteur du livre sur les nouveaux réacs ou les néo-réacs ou je sais plus. Ça nous reviendra. Oui, ça nous reviendra. Mais avait décrit Guénon comme étant la réaction intégrale. Si on cherche, mais effectivement, si on cherche quelqu'un qui est réactionnaire, c'est vraiment Guénon, parce que lui, chez lui, ça s'inscrit même dans les doctrines cycliques hindoues telles qu'il les expose. On peut toujours dire ça a toujours été mieux avant. Alors il a quand même un parcours assez atypique puisqu'il naît dans une famille catholique. Oui. Sa mère est catholique, elle l'envoie à l'église. Il est vraiment bercé dans cette religion. Mais il va avoir des rencontres, notamment avec Papus, qui est un ésotérique, un occultiste, qui va l'entraîner vers la franc-maçonnerie qu'il va fréquenter. Puis il va s'en éloigner pour finalement rechercher vraiment le but de sa vie vers l'Orient et se convertir à l'islam. Voilà en résumé, très rapidement. Je ne sais pas si on peut dire qu'il s'est éloigné de la franc-maçonnerie, justement. Il a fréquenté les milieux occultistes occidentaux, ça c'est clair. Il s'en est éloigné, mais il ne s'est pas vraiment éloigné de la franc-maçonnerie. Enfin, jusqu'au bout, j'ai lu quelques lettres de Guénon à des amis maçons. C'est toujours très cher frère. Oui, non, mais il n'a pas renié la maçonnerie comme il n'a pas renié le christianisme non plus. En fait, il n'a rien renié. Voilà, oui. En réalité, il prétend mettre tout dans une synthèse que les doctrines hindoues lui permettent de faire. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, que l'on appartienne à quelque tradition que ce soit, théoriquement, c'est la même chose. C'est la théorie de Guénon. Oui, c'est ce que vous m'expliquiez un peu avant l'émission. On avait fait un petit débriefing. C'est-à-dire que plus qu'un franc-maçon, un islamiste, ou un musulman, ou un chrétien, il était avant tout hindouiste. C'est ce que je pense, par la pensée, par la démarche. Et donc pour lui, toutes ces structures de pensée, de recherche, ont un tronc commun et en fait un sens de la vie qui pourrait être comparable. Tout à fait.
Et donc, ils ne divisent pas les uns et les autres. Mais justement, est-ce que c'est pour ça qu'il y a tant de gens, lorsqu'on parle de René Guénon, qui s'indignent? Et c'est un personnage clivant, René Guénon. Oui, je pense qu'il est clivant à plusieurs niveaux, de toute façon. Bon, d'abord, sa critique du monde moderne est radicale, et encore une fois, c'est une critique très à droite. Alexandre Douguin disait qu'à propos de Guénon, il n'est pas possible d'être plus à droite que Guénon. Bon, on comprend que dans l'époque du politiquement correct, Guénon dérange. Ça, c'est clair. Ensuite, malgré tout, il y a des gens, même issus de la gauche, qui se sont intéressés à Guénon et qui l'ont suivi à cause des questions de spiritualité. Mais c'est là qu'on s'aperçoit que Guénon est forcément clivant. Parce que oui, il s'inscrit dans une lignée contre-révolutionnaire, c'est vrai, en se réclamant de Joseph de Maistre notamment. Mais il porte l'idée de tradition à un niveau tellement différent de ce qu'on avait eu jusqu'ici l'habitude d'entendre en Occident, que c'est contre-révolutionnaire peut-être, mais c'est révolutionnaire, enfin de toute façon. Je veux dire, qu'est-ce que c'est? Si Guénon a raison, alors à ce moment-là, il n'y a aucune raison de plus d'être catholique que d'être hindou, ou d'être taoïste, ou d'être chamaniste, ou autre, enfin... c'est par rapport à un milieu chrétien, par rapport au milieu de conscience chrétienne, Guénon change quand même beaucoup de choses. Et par rapport au milieu musulman, j'ajouterais, moi j'ai été frappé du fait que il y a quelques musulmans qui passent à la télévision, qui essayent de parler de l'islam français, et j'ai remarqué quand même pratiquement tous évitent de parler de Guénon. Ah bon, oui. Même eux ne veulent pas... non, parce que c'est toujours la question de l'universalité. Après tout, si vous êtes chrétien, je vous demandais, mais pourquoi être chrétien si vous êtes guénonien? Enfin, c'est que vous considérez que c'est mieux pour vous, mais vous ne considérez pas que c'est mieux pour tout le monde. Et c'est la même chose pour l'islam. Donc ça pose des problèmes par rapport à la vision, disons, générale, exotérique qu'on a de l'islam, tout au moins. Généralement, quand on évoque Guénon, c'est le fait qu'il soit devenu musulman qui interpelle et qu'on lui reproche principalement aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, oui. Mais c'est délicat. Je pense qu'en fait, en réalité, Guénon, il est apparu... dans ses premiers écrits, parmi ses premiers écrits, il y a les écrits de la France antimaçonnique qu'il signait le Sphinx. Oui, c'est ça. Il a commencé aussi par collaborer à une presse. Et justement, ça revient un petit peu à la question que vous me posiez au début. Effectivement, oui, voilà, comment définir Guénon? Guénon, je crois qu'il y avait un opposant à Guénon, qui avait dit justement, mais qui est le Sphinx? Est-ce que c'est le lion? Est-ce que c'est l'être humain? Est-ce que c'est l'aigle? Et Guénon avait répondu, mais le Sphinx, c'est tout cela ensemble. Et on ne peut pas séparer les éléments du Sphinx, sans quoi le Sphinx n'est plus le Sphinx. Alors moi, je pense que l'œuvre de Guénon, il y a un contenu doctrinal sérieux, je pense que c'est quelque chose que tout le monde a pu voir. Je pense que le corpus général le plus sérieux, le plus solide de l'œuvre de Guénon, c'est l'hindouisme. Et ensuite, il y a un certain nombre de choses qui s'agencent. Alors il y a la franc-maçonnerie, il y a l'islam, il y a une dimension christique, parce qu'il y a aussi une dimension très christique chez Guénon. Il y a la Kabbale juive, puisque Guénon s'en réclame aussi et a fait quand même un certain nombre de références importantes à la Kabbale juive. Donc, ça part un peu dans toutes les directions, mais je pense encore une fois que la synthèse est hindoue, mais elle est propre à Guénon. C'est quand même pas de l'hindouisme. Voilà, c'est l'hindouisme de Guénon, quoi. J'ai relu, en prévision de cette émission, le Que lire que lui avait consacré Jean Mabir, paru dans National Hebdo et maintenant dans ses recueils. Lui écrit « Choisir l'Orient n'est que la moitié de sa démarche. L'autre moitié nous touche de plus près, c'est de refuser l'Occident. » Parce qu'en fait, c'est ce que toute sa démarche, c'est pas avant tout à partir du constat que l'Occident est en pleine décadence. Parce que c'est ça qu'il critique, contre lequel il s'oppose. Si, il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça. On est au début du XXe siècle. Voilà, on est au début du XXe siècle. Maintenant, est-ce que c'est un rejet de l'Occident? Je ne sais pas, parce que Guénon s'intéresse quand même à la tradition occidentale. Ça a quand même pour lui beaucoup d'importance. Enfin, le symbolisme occidental, le symbolisme qu'il y a dans les cathédrales, tout ça joue un rôle très important dans l'œuvre de Guénon. Si vous prenez l'ensemble de son œuvre, même pour quelqu'un de même qu'on peut s'intéresser à Guénon uniquement pour l'Inde, par exemple, il peut y avoir des lecteurs de Guénon qui s'intéressent à l'Inde et puis tout le reste leur est étranger. Mais de même, si on s'intéresse aux traditions occidentales, Guénon est quand même très intéressant. Alors, comment vous expliquez quand même cette critique un peu systématique
récurrente sur Guénon. On n'est pas, je ressens pas contre les autres philosophes, chercheurs, la même animosité. On sent qu'il est clivant. Ce que ne sont pas les autres philosophes. On est d'accord, pas d'accord, mais ils sont pas clivants. Heidegger n'est pas clivant. Guénon, si. Oui, mais je pense que... oui, alors écoutez, je pense qu'il y a probablement plusieurs explications. L'une d'entre elles, je crois, c'est que le fait qu'il ait remis en cause le monopole il faut voir quand même qu'à l'époque où Guénon commence à écrire, la tradition spirituelle en Occident, de très loin, c'est le catholicisme, point barre. Parler d'autre chose, c'est être bizarre. Bon, si quelqu'un parle d'une autre tradition que le christianisme, c'est tout de suite rangé dans les bizarreries, dans l'occultisme, dans des choses qui sont... mais qui sont quand même très à la mode à son époque. Oui, qui sont à la mode, mais qui ne sont pas forcément très bien vus par un certain public. Et surtout, qui restent pas vu, mais il y a eu un fort courant de petites élites oui. qui s'intéressent à ça. Huysmans, ça a commencé comme ça, dans le satanisme. Et il a trouvé la foi comme ça, d'ailleurs. Oui, mais là, il ne s'agit pas du tout de satanisme. Guénon a toujours dénoncé le satanisme. Mais lui, il serait plutôt gnostique, quand même. Mystico-gnostiste, non ? Je ne sais pas comment dire. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, quelque part, est un hindou, qui a vraiment adhéré aux doctrines hindoues, et qui ensuite a fait sa propre synthèse, c'est-à-dire son propre syncrétisme, plutôt. Mais il n'a jamais été en Inde. Non, il n'a jamais été en Inde. Il a lu des ouvrages, mais parce qu'en fait, il était en France, et de la France, il est parti ensuite finir sa vie, se remarier en Égypte. Oui, mais on suppose, même si on ne les connaît pas directement, qu'il a eu des maîtres hindous directs. C'est-à-dire qu'il a reçu une transmission directe par des hindous. Et alors, un de ses grands livres, en tout cas qui a interpellé, c'est Le Roi du Monde. Oui. C'est le fameux mythe de l'Agartha. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez nous en parler plus directement ? Écoutez, c'est un petit peu délicat parce que c'est un sujet qui est mystérieux par excellence. Disons que, oui, pour le coup, disons que dans l'œuvre de Guénon, je me souviens d'avoir vu cette remarque de quelqu'un qui disait qu'il avait lu Guénon, puis qu'au début, il adhérait plus ou moins à ce que disait Guénon, et puis qu'il s'était arrêté au Roi du Monde, parce que là, c'était juste une question, un acte de foi. Et c'est vrai que, en général, quand Guénon nous parle de doctrine de l'Orient, on peut se référer quand même à ce que les auteurs orientaux ont écrit directement. Bon, est-ce que Guénon nous parle de Shankaracharya ? Oui, mais d'accord, mais enfin, on peut lire l'œuvre de Shankaracharya et vérifier que Guénon a été relativement fidèle à cette œuvre, par exemple. Quand Guénon nous parle de symbolisme maçonnique, là aussi, c'est intéressant, mais il y a des sources écrites. Quand il parle de l'Agartha, il y a Saint-Yves d'Elvèdre, il y a Ossendowski, il y a essentiellement ces deux témoignages, mais c'est tout. Alors, l'Agartha, je le répète pour les téléspectateurs qui ne seraient pas très versés dans ce mythe, c'est un endroit secret où vivrait... Une cité secrète, je crois. Une cité secrète où vivrait le roi du monde qui dirigerait le monde. Alors, pas comme un dirigeant, comme un dictateur qui voudrait envahir ou dominer pour des raisons personnelles. Non, pas du tout. C'est très spirituel, mais c'est lui qui dirigerait la grande évolution du monde, quoi. Oui. Voilà, il ne s'occupe pas des querelles politiciennes ou humaines. Et donc, ce mythe, c'est pas Guénon qui l'a créé. C'est un mythe qui fascine évidemment beaucoup de gens. Et ça a été un des premiers à écrire un livre qui se voulait de recherche sérieuse, de spiritualité sur le roi du monde. Tout à fait. Tout à fait. Et lui a situé à peu près parce que d'après ce qu'on peut en dire, c'est que pour lui, le roi du monde, en fait, c'est chacun de soi. Enfin, voilà, il y a chacun de soi s'il trouve la voie vers une certaine spiritualité. Oui, alors ça, c'est la théorie de l'homme universel, de la réalisation initiatique telle que Guénon l'entend, où effectivement, normalement, il y a des états supérieurs auxquels tout être humain est convié, à condition d'avoir les qualifications, de suivre le parcours initiatique qu'il faut. Et en ce sens, effectivement, tout être humain pourrait devenir roi du monde. En même temps, je pense quand même que, moi, il me semble, dans la lecture que j'ai, que Guénon envisage bien que le roi du monde est une personne, une individualité qui a une fonction. De même qu'il n'y a qu'un seul roi de France, il n'y a pas 36 rois du monde. Il y a plusieurs prétendants. Oui, voilà. Mais... Et donc, il situerait cet Agartha vers le Tibet, vers l'Inde ?
Écoutez, est-ce qu'il a pu être un peu précis Non, il n'a pas été très précis, justement. Mais il a sous-entendu, effectivement, que de toute façon, il a fait référence au fait qu'il y ait des royaumes souterrains et des légendes sur les royaumes souterrains, aussi bien sur l'ancien continent, en Asie. Effectivement, au Tibet, en Mongolie, il y a beaucoup de légendes sur des choses comme ça. Mais il y en a aussi en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. En France. Aussi. Il est fermé pour l'instant, le réseau souterrain. Oui. Je me rappelle. Pardon. Il est un peu en difficulté, le réseau souterrain, en ce moment. Pour la circulation, en tout cas, effectivement. Oui, enfin là, il s'agirait d'autres réseaux. Oui, enfin, c'est peut-être des réseaux, c'est peut-être encore l'étage du dessous. Théoriquement, oui. Il fait allusion. Enfin, en tout cas, on l'a toujours pas trouvé, donc voilà, c'est... Vous nous expliquiez justement tout à l'heure, vous aviez bien connu le Japon et l'Inde. C'est à cause de Guénon que vous avez... découvert ces pays. Vous avez eu envie d'y aller? Pour moi, Guénon, ça a été d'abord, je dois dire, probablement d'abord une porte ouverte sur l'Asie. Parce que effectivement, c'est absolument, je trouve que l'Asie telle qu'elle apparaît dans l'œuvre de Guénon est quelque chose de passionnant. J'avais envie d'aller voir de plus près si c'était quelque chose qui correspondait effectivement à ce que disait Guénon. Et alors? Je trouve qu'il y a beaucoup de choses, la tradition hindoue, beaucoup de choses confirment ce que dit Guénon, en tout cas sur l'Inde. Enfin, beaucoup de gens l'ont dit. Alain Danielou l'avait constaté aussi. Enfin, l'introduction générale à l'étude des doctrines hindoues reste probablement la meilleure introduction générale à l'étude de l'hindouisme. Donc, oui, effectivement, quand on a lu Guénon et quand on arrive en Inde, quand on discute avec des hindous, parce qu'en plus Guénon utilise beaucoup le vocabulaire sanskrit. Donc, en fait, quand on est en Inde, il suffit de parler anglais et puis d'employer les mots sanscrits. Je pense qu'on est quand même très, très proche. En revanche, avec le Japon, il y a quelque chose comme une espèce de cassure. C'est effectivement, et voilà, l'avait remarqué, c'est le pays qui ne correspond pas au système de Guénon. C'est-à-dire que Guénon a une certaine théorie pour les pays orientaux. Pourquoi est-ce que les pays orientaux ont gardé la tradition, etc., etc. Mais pourquoi est-ce que les Japonais se sont modernisés tout en prétendant être fidèles toujours à leur tradition? Là, il y a quelque chose qui échappe complètement à Guénon. Et d'autre part, effectivement, le système de Guénon est un système hiérarchique qu'il conçoit par rapport à l'hindouisme, c'est-à-dire avec la caste des brahmanes, la caste sacerdotale. Or, on ne voit pas du tout l'équivalent au Japon. C'est ce qui vous fait dire dans votre livre que, même si vous êtes fasciné par Guénon, vous n'êtes pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses et qu'il s'est trompé sur un certain nombre de choses matérielles. Ah oui, pour moi, clairement, oui. Alors, dans l'ordre, il y a quoi? Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien les gens qui se trouvent que l'auteur qu'ils admirent s'est trompé. Qu'ils étudient. Non, mais c'est bien, ça prouve que voilà, les auteurs, on n'est pas non plus obligés, c'est pas des patrons de secte, on a le droit de les trouver passionnants et de pas être d'accord, dans le fond. Oui, sinon ça devient une idole. Il y a plusieurs étages, il y a ce qu'ils disent, leur démarche, la façon dont ils recherchent la vérité ou l'information. Cher professeur, il ne nous a pas échappé depuis les 130 émissions, 140, je ne sais plus combien, nous avons fait ensemble ici, que autour de cette table, c'était une assemblée d'esprit libre. Mais absolument. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est aussi bien, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une distance même entre les passionnés d'un auteur et l'auteur lui-même, quoi. Oui, ce qui est un petit peu difficile souvent pour Guénon, parce qu'il faut vérifier sur place pour beaucoup de choses. Bon, je sais pas. Enfin, en tout cas, bon, moi, j'ai éprouvé vraiment le besoin de vérifier parce que je trouve qu'on peut pas comme ça signer un chèque en blanc à quelqu'un qui nous annonce des choses qui sont formidables. Mais enfin, bon, effectivement, l'Agartha, est-ce que ça existe? Bon, je crois que personne n'est très avancé là-dessus. Au-delà de, oui. Excusez-moi, au-delà de Guénon, vous avez beaucoup habité. Enfin, vous avez même habité en Inde. Vous connaissez bien la République indienne, donc. Est-ce qu'on pourrait peut-être dévier un petit peu du sujet initial qui est celui de votre livre pour parler un peu de l'Inde? Parce que de l'Inde, on en parle beaucoup en ce moment. L'Inde qui, je dirais, jusqu'à présent, avait un capital de sympathie de la part de toute la bobocratie mondiale. C'était un peu le pays de la paix, de tout le monde s'aime. De Gandhi, l'image de Gandhi. Voilà, l'image de Gandhi, des petites fleurs. Du hashish pas cher aussi. Du hashish pas cher, des petites fleurs. Enfin, tout ça plaisait beaucoup. L'amour des vaches. Le chemin de Katmandou, l'amour des vaches et des singes. Enfin bref, tout ça plaisait beaucoup à la démocratie mondiale. Et puis subitement, elle vient de découvrir que l'Inde était aussi était devenu un État nationaliste.
où le nationalisme, en tout cas, est devenu la doctrine. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'évolution de l'Inde ces dernières années? Puissance économique et puissance militaire. Puissance économique de premier plan maintenant, et qui entend garder sa place et la défendre, et même la regagner une plus importante. Je pense que, ça ne nous éloigne pas complètement du sujet de Guénon, dans le sens où, bien sûr. Si on prend l'idée de tradition telle que Guénon l'entend, tradition primordiale qui intègre toute chose, etc., le schéma de Guénon colle avec l'Inde. D'aujourd'hui. Il colle avec la Chine. Il y a des nuances avec le communisme, et Guénon en a parlé. Il colle avec Israël, avec le peuple juif. Mais toutes les autres traditions sont plus récentes par rapport à l'œuvre de Guénon. Par rapport à l'humanité, d'ailleurs. Donc, de toute façon, on est quand même avec l'Inde, avec une des plus anciennes civilisations. Moi, je pense qu'effectivement, les développements qui se passent en Inde aujourd'hui sont vraiment liés à la civilisation hindoue telle qu'elle a toujours été. Par exemple, l'idée de la Bhagavad Gita, c'est que chacun doit suivre sa propre loi, et que tout être doit suivre sa propre loi, et il vaut mieux suivre sa propre loi imparfaitement que de suivre la loi d'un autre, même à la perfection. Oui. Donc c'est la négation du prosélytisme. Il n'y a pas plus identitaire comme affirmation. Donc l'Inde est profondément identitaire. Alors, c'est Gandhi, oui, d'accord, mais disons que tendre l'autre joue, c'est pas vraiment... Non, il n'y a pas que Gandhi. Même Gandhi, aujourd'hui, les héritiers de Gandhi, en tout cas, aujourd'hui, sont un peu marginalisés. Marginalisés. Le parti au pouvoir n'est plus le parti du Congrès. Le parti de Gandhi, oui, le parti du Congrès est un petit peu sur la touche. Oui, là. Voilà, et surtout, ce qu'il y a de nouveau, c'est la rivalité violente, souvent, avec le Pakistan. C'est-à-dire c'est le même peuple mais avec deux religions totalement antagonistes. Oui, mais justement c'est plus le même peuple à partir de ce moment-là. C'est justement par rapport à la situation en France, quand on dit côte à côte et ensuite face à face. Non, mais le fait est que l'islam se définit manifestement, quand on regarde les différents pays, l'islam se définit comme une nation, comme une nationalité, comme une identité en soi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de Français, il n'y a plus d'Indiens, il n'y a plus de Chinois, il n'y a plus d'Arabes, il n'y a plus que des musulmans. Donc cette rivalité entre l'Inde et le Pakistan, c'est depuis le départ, mais enfin bon, c'est assez logique quand on pense que l'Inde a subi les invasions musulmanes qui ont été à l'origine... Vous parliez d'ailleurs de véritables génocides. Oui. On estime à 80 millions le nombre d'hindous exterminés par les musulmans. Ça serait quand même... Sans parler des chrétiens. Sans parler des chrétiens. Sur quelle époque à peu près? Depuis les premières invasions. Depuis les premières invasions jusqu'à... Voilà, et en fait, ça a arrêté lorsqu'il y a eu la création du Pakistan et de l'Inde, de la séparation des deux pays maintenant, puisque ce sont deux pays distincts. Je pense que c'est la colonisation anglaise qui a mis fin à la conquête musulmane surtout. Oui. Et puis après, indépendance démocratique arrivant, c'était quand même les hindous majoritaires et les musulmans ont refusé de se plier à un État majoritairement hindou. Enfin, les musulmans, ceux qui ont choisi le Pakistan ou le Bangladesh. Et la vie alors en Inde aujourd'hui, par rapport à la tradition évoquée par Guénon, est-ce qu'il y a des rapports qu'on peut faire ou pas ? Moi je pense que oui, clairement. Je pense que si on part de l'idée que Guénon se fait de la tradition et qu'on arrive en Inde, on est très vite chez soi. Enfin, je veux dire, on arrive très... Ce fameux système des castes qui est propre à l'Inde, ça rentre dans le schéma de pensée de Guénon. Ah, complètement, puisque Guénon... Alors pour Guénon, justement, tout être appartient à une caste, quoi qu'il arrive, et le système des castes est universel. Ça fait partie de sa théorie. Donc on se demande pourquoi il n'est pas parti en Inde. Tout le monde se pose la question. Tout existait là-bas pour lui... Tout le monde se pose la question. Je veux dire, écoutez, moi je ne sais pas, je me souviens d'une discussion sur Internet où il y avait une jeune femme qui avait fait cette remarque. On lui a demandé pourquoi est-ce que Guénon a choisi finalement l'islam et pas l'hindouisme. Et cette jeune femme disait que c'était peut-être parce que Guénon avait un certain côté guerrier et qu'il aimait le côté guerrier de l'islam. C'est tout. Je pense que Guénon voulait en découdre avec le monde moderne et que le côté guerrier de l'islam lui plaisait bien. Mais sinon, la tradition par excellence pour Guénon, ça reste l'hindouisme. Et en Inde, la pensée de Guénon est présente ou pas ? Pas du tout. Il est totalement inconnu là-bas. Complètement inconnu, d'après ce que j'ai pu voir. Et pourtant, c'est un chercheur qui aurait dû les intéresser, les interpeller. Non, mais les hindous n'ont pas accroché, quoi. Il y a certains, par exemple, des amis de Guénon comme Ananda Kumaraswamy,
des gens comme Alain Danielou, sont publiés en Inde, sont connus. Enfin, au moins dans les bibliothèques, dans les librairies anglophones, on trouve Nanda Coomaraswamy, on trouve Danielou, mais Guénon pratiquement pas, quoi. Alors, du coup, l'influence de Guénon, c'est en France, il y a des Guénoniens. En Italie, beaucoup. En Italie, beaucoup. En Italie, beaucoup. Dans les pays anglo-saxons, il est connu ou pas? Assez peu. Dans les pays anglo-saxons, c'est plutôt l'œuvre de Chion, apparemment, qui a eu du succès. Et puis, sinon, maintenant en Russie, avec Alexandre Douguin aussi, on peut dire. Voilà, en Russie, en Roumanie aussi. Il y a beaucoup de Guénoniens en Roumanie. Douguin, qui est l'homme qui a sur la promotion du concept de l'Eurasie, c'est ça? Oui. Et quel est le... Enfin, bon, si le lien, on l'imagine facilement en vous écoutant, mais l'influence de Guénon, justement, sur l'Eurasie, sur le concept d'Eurasie, je pense que le truc, c'est que vous avez la Russie est confrontée, elle aussi, mais d'une manière, qui date depuis son origine, au fait d'être une société multiculturelle, où il y a plusieurs civilisations. Et c'est vrai que l'hypothèse de Guénon, selon laquelle, finalement, il n'y a qu'une seule tradition, mais sous différentes formes, etc., son universalisme permet, a priori... c'était plus ou moins d'ailleurs l'idée de Guénon, l'idée d'arriver à un accord sur les principes entre toutes les personnes, quelle que soit leur religion. Donc pour faire la paix entre, disons, chrétiens, musulmans, bouddhistes, etc. en Russie, je pense qu'Alexandre Douguin a vu dans l'œuvre de Guénon une œuvre qui est tout à fait... qui va dans cette perspective, quoi. Mais là, même s'il voit des choses communes et un fil rouge, évidemment, il est aux antipodes d'une melting pot, que ce soit au niveau religion. Il ne veut pas absolument imposer une seule religion, un seul peuple. Il est tout à fait contre l'idée moderne qui est venue après lui de village mondial, de village planétaire. Ah oui, pour lui, c'est... Avant tout, chaque peuple, chaque race et chaque religion a une identité propre et doit le rester. Tout à fait. Évidemment, c'est aux antipodes de la bien-pensance d'aujourd'hui. Oui, mais c'est aussi aux antipodes du christianisme tel qu'il a été conçu de manière prosélyte par la majorité des gens. Et universel. Et c'est aussi aux antipodes de l'islam tel qu'il a été conçu par la majorité des gens. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous disais, j'ai été frappé du fait que parmi les gens qui représentent l'islam de France, il n'y en ait pas qui citent Guénon. Parce que c'est quand même un intellectuel français remarquable, influent et qui s'est converti à l'islam, j'en vois pas beaucoup. Mais aussi, quelque part, pour je ne sais pas quelle raison, marqué du sceau de tout ce qui n'est pas dans l'air du temps, on va dire. Voilà. Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut trouver quand même des raisons un petit peu à ça. C'est que on parle de l'hindouisme, on ne parle pas du bouddhisme aussi d'ailleurs, de l'islam et du christianisme. Mais en réalité, ce sont trois choses qu'on appelle des religions, mais qui ne se ressemblent pas tellement. Elles paraissent se ressembler. Oui, mais en fait, elles ne se ressemblent pas. Ah non, mais le taoïsme... On se trompe, c'est-à-dire que le Coran, si on le lit en pensant que c'est l'évangile, ou si on lit l'évangile en pensant que c'est le Coran, on ne peut rien en comprendre. Le Bhagavad Gita non plus. Donc, moi, c'est ça qui me gêne un petit peu dans cette approche. Parce que si vous défendez l'identité, mais que vous finissez musulman, on ne sait pas trop où on va. Moi, j'aime bien savoir où on va. Mais je voudrais quand même signaler le petit point commun qu'il y a entre René Guénon et Joseph de Maistre, qui n'est pas si petit que ça. C'est que d'abord, Joseph de Maistre, lui aussi, est franc-maçon. Oui, tout à fait. Et que Joseph de Maistre fait cette remarque, lui, dans la perspective catholique, donc il a renié la franc-maçonnerie, mais il la connaît bien. Il a été un peu influencé quand même dans sa jeunesse par ça. Et il dit, il y a des gens qui disent, en fait, les religions se ressemblent. Voilà. Et il dit, bien sûr, elles se ressemblent, il n'y a qu'un Dieu. Donc il y en a qui se trompent, mais tout en se trompant, il y a bien des... C'est comme quand vous... Je ne sais pas si c'est lui, j'ai cru croiser un tel... Bon, il y a quand même des éléments qui doivent lui ressembler, si vous voulez.
Si vous cherchez Gargamel, si vous voyez le grand Schtroumpf, vous n'allez pas les confondre. Donc il y a forcément des ressemblances. Et donc lui il dit, toutes les vérités manquées qu'on trouve dans les autres religions sur le christianisme prouvent la vérité du christianisme. Elles s'en rapprochent. D'ailleurs, vous voyez, le zoroastrisme, c'est une religion, c'était un dieu unique, créateur du ciel et de la terre, et qui est bon et qui combat le mal, aidé par des génies, des bons génies contre des démons. On se croirait dans le christianisme. Sauf qu'il n'y a pas le Christ. Mais, et donc, il y a des petites confusions, et du coup, je pense que quand on réduit ces trois religions à leur sagesse, on aboutit à une certaine confusion. Parce qu'on passe à côté de ce qui fait l'adhésion au christianisme. Vous avez tout à fait raison de souligner tout cela. Oui. Philippe Bergeron, il est mort en quelle année, Guénon ? 51. En 1951. À cette époque-là, la France et l'Europe, même la chrétienté, on va dire, n'étaient pas forcément confrontées au même problème que celui d'aujourd'hui. Non, pas du tout. C'est-à-dire, je reviens sur sa conversion à l'islam. Bon, il y a un certain nombre de gens que, y compris dans la famille nationale, ou en tout cas ils sont des références pour la famille nationale, qui se sont convertis à l'islam. Je pense à des gens comme Benoît Méchain, ou des gens comme un certain nombre d'autres qui ont été dans ce cas-là. Vous me contredirez si je me trompe, mon cher Philippe. Tu vois, Benoît Méchain ne s'est pas converti à l'islam. Il était très... non, il a vécu là-bas, mais il s'intéressait beaucoup aux Arabes, mais c'était pas... Il me semble-t-il. Bon, qu'importe. Il a écrit un formidable livre sur Laurence d'Arabie. Oui, tout à fait. Alors, il avait une fascination. Il avait une fascination. Peut-être analogue à celle de Guénon. Il s'est studié de notre époque aussi. Mais à l'époque, ces gens-là n'étaient pas confrontés au problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, qui est la présence sur notre sol d'un nombre assez considérable de gens qui ne sont pas convertis à l'islam, mais qui sont des gens tout simplement des gens de religion islamique. Hein, et qui ont, une partie d'entre eux, en tout cas, je ne dis pas que ce soit le cas de tout le monde, mais enfin, pour une partie d'entre eux, ont une volonté de nous imposer cette religion. Et certains disent, oui, mais regarde Guénon, regarde d'autres, ils se sont convertis à l'islam dans le passé, et tout ça. Est-ce que c'était une démarche intellectuelle intéressante ? C'est peut-être une démarche intellectuelle, mais j'aurais pas un peu tendance, personnellement, à qualifier de coquetterie. Peut-être. Alors, là, je vais vous faire sauter au plafond, peut-être, mais je pense que qu'à l'époque, c'était envisageable. L'islam était on n'appréhendait pas l'islam comme aujourd'hui. Les musulmans étaient dans le monde arabe, pour la plupart d'entre eux. Les hindous étaient en Inde. Tandis qu'aujourd'hui, les choses sont différentes. Aujourd'hui, il y a eu ce brassage de population, il y a eu cette arrivée massive de gens venus d'ailleurs, et les conséquences d'un tel engagement peuvent avoir peuvent être tout autres que celles d'avant 1951. Est-ce qu'il aurait fait la même... Peut-être que je me trompe, mais je me permets juste de vous... Si je peux résumer, est-ce qu'il aurait fait la même démarche aujourd'hui qu'à son époque ? Écoutez, là, d'abord, premièrement, je pense que de toute façon, comme je vous disais, il y a quand même certaines erreurs que Guénon a faites. Bon, on a un petit peu arrêté de parler de cet aspect, mais je crois qu'il faut y revenir un petit peu. Hein. C'est-à-dire, par exemple, sur la réincarnation, Guénon nous dit que les hindous n'ont jamais enseigné la réincarnation, mais si, ils enseignent toujours. C'est dans la Bhagavad Gita, c'est dans les commentaires des grands maîtres. C'est très clair que l'hindouisme enseigne la réincarnation. C'est très clair que c'est enseigné aussi par le bouddhisme tibétain, là aussi. C'est très clair que c'est enseigné par la Kabbale juive. Donc Guénon s'est trompé sur un certain nombre de choses. Donc déjà, c'est une première chose. On ne peut pas lui faire confiance sur tout. Et aujourd'hui, Guénon serait obligé, je pense, clairement, de changer sur un certain nombre de points. C'est-à-dire de reconnaître qu'il s'est trompé sur tel et tel point. De toute façon, je pense qu'il y a des erreurs comme ça qu'il serait obligé de reconnaître. Mais d'autre part, effectivement, qu'est-ce qu'il dirait de l'islam tel qu'on le voit aujourd'hui ? Parce que l'islam, c'est pas du tout l'accord sur les principes aujourd'hui. On voit pas du tout cette idée que on peut être aussi bien musulman, chrétien, hindou, c'est la même chose. C'est exactement aux antipodes de ce que nous disent les musulmans. Donc, de toute façon, mais c'est ce que racontent les blablateurs du système aujourd'hui. Mais d'ailleurs, pour défendre Guénon, puisque j'ai semblé l'attaquer, donc ce qui est important, c'est que... Non, j'attaque pas. Mais les réserves qu'on met, effectivement, on est un peu... Mais qu'en même temps, d'abord, c'est une autre époque, et moi, je dois dire que l'image très un peu inquiétante de l'islam est récente. Moi, quand j'étais petit... c'était effectivement Laurence d'Arabie, c'était exotique. Simbad le marin, ou même les Touaregs dans le désert, quand même des hommes majestueux, etc. Et donc probablement il a une vision un petit peu partielle, un peu littéraire, romantique, enfin entre guillemets de l'islam, mais qui est aussi
exprime quand même une qualité de l'Occident, c'est qu'on s'intéresse. Hein, L'Occident s'est intéressé au monde entier, même aux Incas. Bon, maintenant, quand on voit le détail, et en même temps, on est fasciné par la civilisation Inca. Donc, il faut dire aux gens, voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas envie d'être envahi par un autre peuple qu'il faut mépriser les autres peuples. Hein. Donc, je pense que Guénon, il fait partie de la génération qui commence à découvrir un peu mieux que par le biais du colonialisme, l'Inde, etc. Et ben, c'est quand même la valeur de l'Occident d'essayer de comprendre les autres civilisations. Plutôt que de les détruire directement. Donc je pense qu'il fait partie de ce courant-là, il apporte ça. Benoît Méchain en a été un autre exemple. Oui, sa conversion, il ne faut pas l'appréhender. Sa conversion de l'époque, avec une conversion aujourd'hui, ça a une autre signification. Ouais, et puis il s'est converti probablement un peu à sa manière, quoi, en disant voilà, je pense. Mais Alors moi, il y a un autre point que je voudrais soulever, parce que l'heure tourne là, je pense qu'on ne pourra plus malheureusement en parler longtemps, mais je vais citer Jean Mabir, qui expliquait que René Guénon s'élevait contre l'uniformisation du monde et un matérialisme qui pousse à produire la plus grande quantité d'objets possible et des objets aussi exactement semblables que possible entre eux et destinés à l'usage d'hommes que l'on suppose tous semblables également. En fait, c'était déjà la dénonciation de la surconsommation d'aujourd'hui. Oui. Et donc, c'est le thème aujourd'hui pour beaucoup de la décroissance. La décroissance est-elle possible ? En tout cas, la lutte contre la croissance sans arrêt et devenant un peu folle, Guénon en avait déjà conscience à son époque. Ah, complètement. Mais d'ailleurs, son chapitre dans Le règne de la quantité sur l'unité contre l'uniformité, c'est très clair là-dessus. Hein. L'uniformisation telle qu'elle se réalise aujourd'hui, pour Guénon, c'est une catastrophe et c'est le règne de la quantité. Eh bien, écoutez, Philippe Bergeron... Il rejoindrait finalement un peu Bernanos, c'est aussi des analyses de la naissance de la société industrielle à grande échelle. Vous nous invitez à lire ou relire Guénon. Alors, je vous rappelle le titre de votre ouvrage, René Guénon et les signes des temps, préfacé par Nathalie Joron, édition de l'Alpha. Pour la somme de 17 €. C'est moins cher que le bouquin de Rolina. Ah oui, Jean-Claude Rolina, dont on a parlé la semaine dernière. Mais c'est un livre qui mérite d'être lu et qui amènera peut-être un certain nombre de gens à s'intéresser à cet auteur méconnu. Mais intéressant. Guénon, c'est pas de la monnaie de singe. Voilà. Elle est pas mal, celle-là. Alors justement, là, votre histoire de France, c'est de la monnaie de singe. C'est de la monnaie de singe. Alors où est-ce qu'on en est là ? On en est à la Carmagnole. Vive le son du canon. Voilà. Et les guerres de la Révolution, qui sont des très longues, elles sont inhérentes à la Révolution, mais d'habitude, on parle des guerres intérieures de la Révolution, puis les guerres extérieures. Donc il y a des méchants qui nous attaquent, et puis il y a des méchants à l'intérieur qui en profitent pour essayer de renverser le pouvoir du peuple. Bon, tout ça évidemment du Grand Guignol. Et notamment quand on examine le calendrier, on s'aperçoit que ces guerres de la Révolution, intérieures et extérieures, sont en fait une seule et même opération. Tantôt contre l'ennemi extérieur, réel ou supposé d'ailleurs, tantôt contre le peuple français lui-même. Mais qu'est-ce qu'on défend ? C'est pas la patrie, c'est la Convention, le Comité de salut public, c'est-à-dire la junte qui a pris le pouvoir et qui met en coupe réglée le pays et tente de le faire avec l'Europe. Et le Comité de salut public, parlons au nom de la Convention, se disant la nation, a réussi à faire croire que les guerres extérieures avaient pour but le salut de la patrie. Alors, puisque le comité de salut public, c'est la patrie, donc tout ce que fait les soldats, c'est pour la patrie. De même que l'Assemblée, on disait c'est la nation, donc tout ce qu'elle fait, c'est bien, c'est beau, c'est la nation. Alors c'est une ficelle qui est assez grosse, mais l'avantage, c'est qu'elle est solide, et je dois dire qu'aujourd'hui encore, elle sert à ligoter certains esprits qui, en réalité, ne demandent qu'à l'être ligotés. Et ces guerres de la Révolution, elles commencent dès 1791 par l'agression manquée contre la Belgique. Bon, donc c'est la France qui attaque. Alors cette agression est recommencée en 1792 avec plus de succès grâce à la victoire de Dumouriez à Jemmapes. Mais avant, il y a eu l'invasion de Nice et de la Savoie, la Rhénanie, sans oublier le comtat venessin et même un ennemi de la patrie qui menaçait la France depuis des siècles, le canton de Bâle, dont vous parliez tout à l'heure, célèbre pour ses bananes. Et tous ces territoires furent annexés en vertu de l'hilarante ou désolante, comme on voudra, théorie des frontières naturelles, qui avait été imaginé par Richelieu, pour justifier d'ailleurs des entreprises belliqueuses qui ne seillaient guère au costume qu'ils portaient. Et là encore, donc, les révolutionnaires ne font que réaliser ce que les rois avaient rêvé de faire à l'expédition de Saint-Louis et justement de Louis XVI. Mais si les acteurs de la Révolution avaient appris l'histoire, au lieu de se gorger des élucubrations de Rousseau, ils auraient su que depuis 1337
Toute tentative de s'étendre vers le Rhin provoque la guerre avec l'Angleterre. Bon. Et l'Angleterre n'a même pas besoin de déclarer la guerre, puisque la France, il le lui a déclaré. Elle a déclaré la guerre à peu près à tout le monde, et d'autant plus que comme le comité de salut public disait partout qu'il allait exporter la révolution, ce qui était juste de dire je vais renverser votre régime à tous, chers voisins, eh bien, la première coalition qui unit toute l'Europe ne peut être qualifiée d'autre chose que de défensive, et non pas d'offensive. Et la levée en masse de 1793, qui est destinée à fournir la chair à canon nécessaire pour ces coupables entreprises, déclencha une autre guerre défensive qui était celle du peuple français contre l'oligarchie qui s'était emparée du gouvernement et qui, non contente de persécuter ses prêtres, voulait lui prendre ses enfants. Je crois que je me suis trompé de chronique. Celle-là, elle est très bien. C'est très bien, celle-ci. Toute même. C'est très bien, celle-ci. C'est très bien, mais c'est passionnant. Et l'état de guerre extérieure justifiait-il les atrocités dont les provinces de l'Ouest furent victimes ? En fait, quand on prend les opérations contre les Vendéens, loin de s'adoucir quand le péril extérieur s'éloigne, au contraire, elles reprennent. C'est-à-dire que vous avez un moment, dès que vous avez des troupes disponibles, vous êtes sur deux fronts. Et donc, c'est une seule et même guerre. Hein. Alors évidemment, on ne peut pas faire deux choses à la fois. Mais on peut quand même dire qu'un gouvernement, quand il est confronté à une révolte, il a d'autres choix quelquefois d'exterminer les auteurs de cette révolte. Hein. Il peut aussi accéder à leurs revendications, oui. Ça peut arriver. Oui. Pas forcément nécessaire, mais ça peut arriver. Et donc en 1793, septembre, quand la situation frontière fut rétablie par les victoires d'Honchot et de Wattignies, les troupes disponibles furent envoyées en Vendée. Et c'est la défaite du Mans et de Savenay. Oui. Fin décembre, Turreau est nommé, donc il n'y a plus de guerre, Turreau est nommé commandant, enfin les Vendéens sont battus, et qui en envoie Turreau, et donc l'école infernale écume le pays, alors que la défense s'est effondrée. Et ça va durer jusqu'en mai 1794, plusieurs mois après la paix, et il est rappelé pourquoi, non pas parce qu'il est trop cruel, mais parce qu'il a échoué, hein, tout simplement. Et en juin, ça recommence, après la victoire du Jourdain Fleurus, plus de péril extérieur, et le traité de la Lajonais avec Charette n'a été conclu qu'en février 1795, près d'un an plus tard. Donc en réalité, la patrie était bel et bien en danger, mais le seul péril qui la menaçait et qui menaçait l'Europe entière, c'était le gouvernement révolutionnaire, lui-même. Vous avez vu comme il est fourbe, ce professeur. Il a essayé de nous faire croire que c'était l'émission, sa chronique de la semaine dernière, pour savoir si on l'avait bien écouté la semaine dernière. Mais non, c'était votre bonne chronique, mon cher. Maintenant qu'on est filmé, vous êtes obligé de faire semblant de m'écouter. Ben voilà. Ce qui vous donne c'était réveillé que vous n'avez pas du tout d'habitude. Il nous reste quelques secondes, mais pour vous prouver que je vous ai bien écouté, vous avez parlé de la bataille du Mans. Et vous savez comment il y a eu un certain nombre de Vendéens, enfin de contre-révoltés de Chouans qui ont été massacrés, tout ça, et qu'il y a quelques jours, il y a eu une commémoration organisée par les patriotes du Mans pour commémorer cette affaire, qui a donné une fake news épouvantable. Le lendemain, dans je ne sais plus quel journal, mais je ne sais plus si c'est sur France 3 ou je ne sais pas, qu'importe, enfin, un média d'importance, le centre du Mans saccagé par l'extrême droite. Tout simplement parce qu'il y avait une vitre à peu près grande, comme 4 fois la surface de ce livre, qui a été cassée dans un bar le soir, paraît-il, par des gens qui se seraient pas, qui auraient discuté sur cette... un truc complètement sordide. Un carreau cassé, c'est devenu le centre du Mans saccagé. C'était la doctrine du maire de New York. Je ne laisserai pas passer un seul carreau cassé. On va se séparer là-dessus. En tout cas, chers auditeurs, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Cette émission passera après Noël. Entre Noël et le jour de l'an. Donc je ne souhaite pas un bon Noël, mais je vous souhaite une bonne fête de fin d'année et on se retrouve l'an prochain pour des nouvelles émissions. Joyeux Noël. Professeur, bonne fête. Joyeux Noël, Roland, Philippe. Très bonne fête. Philippe Bergeron, à vous aussi. Et si vous ne savez pas quoi offrir, vous pouvez toujours offrir le livre de Philippe Bergeron. Voilà. Ou celui de Philippe Randa, bien sûr. Ou les deux. Merci. Ou les deux. À bientôt.